pour présider cette séance. Donc je vais introduire rapidement avant de passer la parole à Florian Roussy. Tout d'abord pour dire le plaisir que j'ai d'ouvrir ces deux journées qui sont là pour les 20 ans du SILA. Le SILA qui a été créé par Annie Guiraud, qui est sa présidente d'honneur à l'heure actuelle, suite à un projet qui était initié dans l'unité de recherche de l'adolescence créée par Philippe Buton. Les objectifs du SILA sont de favoriser les échanges autour de l'adolescence, autour des psychothérapies à l'adolescence, au niveau national, mais aussi au niveau international. On a l'habitude de colloques sur l'adolescence, sur son développement, mais le pari de ces 2 jours du SILA a été de réunir des théoriciens et des cliniciens de l'adolescence, de France et de l'étranger, pour partager autour des psychothérapies de l'adolescence, autour de leurs évolutions, de leurs adaptations à la fois au monde, aux cultures et à l'adolescence. Vous allez donc avoir 4 grands thèmes répartis dans 4 demi-journées, avec ce matin un thème autour de l'adolescence dans l'histoire de la psychanalyse, cet après-midi, adolescence, culture et politique, demain matin, la question de l'adolescence, des familles et des institutions, et demain après-midi, les psychothérapies psychanalytiques de l'adolescence. Pour débuter le colloque, je vais donc passer la parole à Florian Roussy, qui va introduire autour de la psychothérapie de l'adolescence dans l'histoire de la psychanalyse. Merci Marion d'avoir pris le relais de l'Anne Brun qui est empêchée, comme Emmanuel Cole qui ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui. Et bienvenue à tous, merci d'être là. Une pensée pour moi sincère à la fondatrice du SILA, Annie Guiraud, qui n'a pas pu être présente parmi nous, pour ce colloque anniversaire. Je tiens aussi à remercier les membres du comité scientifique de l'organisation pour avoir donné sans compter pour que ce colloque ait lieu dans les meilleures conditions possibles. Quelques mots aussi pour dire que ce colloque est l'occasion de faire appel, comme c'est un anniversaire, à nos correspondants étrangers. Je remercie de leur présence hier comme aujourd'hui. Avec ces correspondants étrangers, vous entendrez tout au long de ce colloque, le SILA a organisé des colloques en Amérique du Sud, du Nord, en Europe, et le SILA existe aussi à travers eux, comme grâce à ses membres ou aux présidents qui se sont succédés à la tête du SILA, comme François Marty ici présent. L'idée du SILA, depuis le début, depuis 1995, est de transmettre une certaine conception du processus adolescent qui reste pérenne à travers les formations, les publications et autres colloques que nous organisons depuis plus de 20 ans désormais. C'est cette conception du processus adolescent, à la fois centrée sur les conflits internes de l'adolescent, en proie à ses difficultés subjectives, et centrée sur la représentation de l'adolescent comme sujet social, créatif, que nous continuons à mobiliser à travers nos diverses manifestations souvent orientées quand même par la question qui nous occupera tout au long de ce colloque, celle du soin pour l'adolescent. Cette célébration du SILA, du Collège international de l'adolescence, témoigne à mon sens de la vitalité de la psychanalyse de l'adolescence en France. Et avant de l'évoquer, et pour mieux l'évoquer d'une certaine façon, je vous propose de repartir à la source en essayant d'articuler un trépied, l'adolescence de Freud, sa théorie et sa clinique. La clinique des jeunes gens, comme il les appelait la plupart du temps, on y reviendra. Je le cite. Le présent était comme obscurci et nos vies de 10 à 18 ans surgissaient des recoins de la mémoire avec leurs pressentiments et leurs errements, leurs transformations douloureuses et leurs succès réjouissants. Nos premiers regards sur un univers culturel disparu qui, pour moi du moins, devait devenir plus tard une consolation sans égale dans les combats de la vie. Nos premiers contacts avec les sciences, parmi lesquels on croyait pouvoir choisir celle à laquelle on offrirait ses services, à coup sûr inestimables. Freud écrit ça en 1914. Cette citation établit un lien direct entre l'intensité des conflits adolescents et les choix de carrière les plus décisifs. Freud ajoute ce souvenir de l'impression d'être habité par une mission à accomplir, apporter sa contribution à la connaissance humaine. C'est donc à l'adolescence que Freud découvrit sa vocation au fil des rencontres et de l'élaboration de ses désirs. Dans son essai autobiographique en 1925,
Il écrit à nouveau en utilisant une terminologie qui n'est pas sans évoquer les mouvements internes de l'adolescence. Cela tint à une mutation qui s'opéra en moi, à une part d'évolution régressive, si on veut l'appeler ainsi. Après le détour qui m'avait pris toute une vie par les sciences de la nature, la médecine et la psychothérapie, mon intérêt était revenu aux problèmes culturels qui avaient jadis captivé le jeune homme qui s'éveillait à peine à la pensée. Dans la continuité de ce propos, il inscrit alors son ouvrage Totem et Tabou dans cette veine culturaliste qui maintiendra jusqu'à la fin de son œuvre. On se rappelle que dans Totem et Tabou, les jeunes hommes viennent pour tuer le père. Dès l'adolescence, sa propension à mener des investigations psychologiques émerge à propos d'une situation concernant la petite sœur de son meilleur ami d'adolescence, Edward Zilberstein. La petite sœur est âgée de 14 ans, et Freud, lui, à 17 ans, il écrit à son ami que sa sœur est saine, douée, mais aussi d'une maturité précoce et indocile. Ce qui explique qu'il est naturel et critique qu'elle se rebelle contre les procédures qui constituent notre éducation. On apprend que cette jeune fille est placée dans un internat et que, selon l'interprétation que Freud fait de cette rébellion, il manque avant tout à cette jeune fille la liberté. Avec une pointe d'admiration, il relate la stratégie de la jeune fille. Lorsqu'elle veut faire croire qu'elle doit quitter l'institution pour une raison ou une autre, je le cite, elle met en scène une intrigue avec adresse. Ce à quoi il ajoute, mais ta mère a aussi raison de ne pas vouloir exercer sur elle une contrainte permanente, qui, s'agissant d'une enfant, ne peut avoir qu'un effet destructeur. Elle a raison de ne pas vouloir briser une volonté jaillie d'une vision des choses qu'on ne peut pas blâmer chez les jeunes, à savoir que la liberté vaut mieux que d'aller en classe. Parlant d'abord d'une position d'autorité, il se positionne comme une sorte de conseiller pédagogique auprès de son ami, en tenant compte de ce qu'il connaît de la personnalité, donc de la sœur de son ami. Un an plus tard, il a 18 ans, la jeune fille en a 15, il écrit à son ami. Ta sœur a bonne mine, elle a grandi et elle est plus turbulente que jamais avant de s'assagir. Elle aurait en quelque sorte un trait de la famille Zilberstein, celle de jouir d'un excès de force jusqu'à l'âge de 15 ans. Elle a apprécié certains des livres offerts par Freud, que Freud lui a offert, notamment des contes d'un auteur nommé Andreas, publié en 1832 et intitulé L'échelle du rêve, un conte de fées. Les rêves, on va y revenir. Il écrit encore à son ami d'adolescence, la jeunesse n'est rien d'autre que le temps protégé que le destin nous accorde afin de pouvoir nous fortifier et ensuite narguer ce destin par notre résistance s'il vient à ouvrir la chasse contre nous. En quelque sorte, Freud évoque une adolescence pistée par le temps qui passe et par la mort, un thème qui reviendra plus tard. L'interprétation des rêves, son ouvrage préféré avec le thème tabou, inclut un matériel foisonnant sur son adolescence et sur la clinique de l'adolescence. Plusieurs extraits de rêves signalent que cet ouvrage représente un moment central d'élaboration de sa propre adolescence dans un après-coup biographico-théorique. Cet ouvrage, qui paraît en 1900, l'interprétation des rêves, se situe à un moment carrefour entre la fin de la période dite hypnotique et la naissance de la psychanalyse, sur fond de correspondance avec Wilhelm Fliess, celui qui prit le relais de son amitié passionnelle d'adolescence avec Zilberstein. Les passerelles entre l'adolescence et son après-coup, à la fin du XIXe siècle, sont nombreuses, au moment où, pour Anzieux, qui se penche sur l'auto-analyse de Freud, Anzieux considère que Freud traverse à ce moment-là une crise mutative du milieu de la vie, crise considérée par les psychanalystes post-cléniens notamment comme la terminaison du processus d'adolescence entre 40 et 50 ans. Toujours dans l'interprétation des rêves, dans un ajout de 1919, Freud fait le récit d'un rêve impliquant son fils aîné parti à la guerre. Après quelques détours associatifs, il commence son rêve en considérant qu'il relève de la jalousie contre la jeunesse, que je cite, que je croyais avoir complètement étouffée. Et lorsque pareil malheur arrive, l'intensité de la douleur, cherchant quelque apaisement, va jusqu'à susciter dans notre inconscient ses désirs refoulés. La jeunesse de son fils
pendant que lui est vieillissant, inverse les désirs de mort sur le plan générationnel, sur le mode de l'envie et de la jalousie. La jeunesse, ressentie par ceux qui voient la mort arriver, mobilise naturellement les désirs infanticides, en toute résonance avec les désirs parricides de l'adolescence, de l'adolescent. La préoccupation de Freud s'inscrit aussi dans son rapport à la mort, alors qu'il confie à Fliss qu'il craint de ne pas dépasser les 51 ans. Et vous allez voir que là aussi, il y a un point de contact avec l'adolescence. Cette préoccupation concernant sa mort n'implique pas tant l'avenir de ses enfants que de façon spécifique leur adolescence. Dans une partie consacrée à l'égoïsme du rêveur, Freud écrit ainsi à partir de l'analyse d'un rêve concernant son ami Otto, qui est en fait le pédiatre de ses enfants. Je cite: « Mais mon ami Otto est cette personne que j'ai priée, pour le cas où il m'arriverait quelque chose, de veiller à l'éducation corporelle de mes enfants, spécialement à l'époque de la puberté. » Quand il parle de l'époque de la puberté, il parle d'adolescence, il parle de la puberté au sens de l'événement physiologique. Par une série d'associations, il aboutit à cette interprétation: « Je veux donc une fois de plus devenir professeur. Oui, même sur le tard, est un accomplissement de souhait, car il dit que je vivrai assez longtemps pour accompagner, surveiller moi-même les garçons à travers la puberté. » Ici, accompagner ou surveiller implique donc l'ensemble de la traversée adolescente. Et quelques années plus tard, j'y reviendrai, quand il reçoit son patient adolescent qui s'appelle Albert Hearst, les rêveries de son patient croiseront le sens de son rêve par transmission d'inconscient à inconscient. Hearst, ou par mouvement transférentiel, raconte en séance à Freud qu'un jour il deviendra très riche et qu'alors il s'occupera de ses fils en leur donnant du travail. Si on s'intéresse de manière un peu plus globale et décalée au traitement que Freud réserve à son adolescence, on peut dans un premier temps adopter l'idée que l'adolescence de Freud a été davantage refoulée que son enfance. Dans un second temps, un peu plus tardif, à la lecture notamment de sa correspondance avec sa future femme, Martha Bernays, ou à travers certaines occurrences de son œuvre, une autre impression peut se dégager, compatible avec la première. Le regard qu'il porte dans l'après-coup rend les brûlures de l'adolescence, une adolescence douloureuse chez Freud, moins intolérables, les souvenirs de leur lot de reconstruction se révélant moins amers. Si on fait un comparatif, évidemment je prends quelques exemples ici et là, ce serait trop long de développer davantage. Si on compare par exemple avec un souvenir infantile où il raconte qu'il urine dans la chambre de ses parents et qu'il est découvert par son père qui aurait dit décidément on ne fera rien de cet enfant. Ce que les biographes de Freud considèrent comme une blessure narcissique majeure dans l'enfance de Freud. Quand Freud expose ce souvenir, il n'y a aucune réticence particulière quant à l'exposé de ce récit. Est-ce qu'il existerait un équivalent comparable concernant sa vie d'adolescent? Il semble que non, quand il s'agit de choses aussi personnelles ou intimes. Les récits d'adolescence, on peut le comprendre, sont futanisés, recouverts par un voile de respectabilité, confirmant l'impression que l'infantile sert parfois d'écran au pubertaire. Ce que Freud confirme lui-même lorsqu'il commente le rêve botanique en évoquant son engouement pour la lecture. J'ai toujours ramené cette première passion de ma vie, la lecture, depuis que je réfléchis sur moi-même à cette impression d'enfance, ou plutôt, ajoute-t-il, j'ai reconnu cette scène d'enfance où il déchire un livre en compagnie de sa sœur Anna, est un souvenir écran pour ma bibliophilie ultérieure à l'adolescence. Par rebond, on peut inférer l'idée que ce recouvrement de l'adolescence par l'infantile aurait eu pour effet d'arrêter la théorisation de l'adolescence dans l'œuvre de Freud. Si son auto-analyse permet de retrouver le contact avec les souvenirs d'adolescence, ce travail biographico-théorique semble prendre fin dans un dernier temps élaboratif, à savoir le chapitre consacré aux transformations de la puberté dans les 3 essais sur la théorie de la sexualité. À
part quelques occurrences, souvent brèves, comme son texte sur la psychologie du lycéen, il n'y aura plus vraiment de suite à ce mouvement donc, biographico-théorique. Dans sa pratique, ce refoulement ou cette mise à distance de l'adolescence se poursuit probablement par, en tout cas c'est l'hypothèse que je vais maintenant soutenir auprès de vous, cette mise à distance se poursuit par un autre recouvrement, celui de l'hystérie, qui rabat la question de l'adolescence du côté de la névrose de l'adulte. Dans la période préanalytique, dans les premiers textes, on se rappelle que Freud a commencé à s'intéresser à l'hystérie masculine et a évoqué en 1886 la prédisposition héréditaire entre mère et fils au moment de la période de la puberté. Quand il écrit un autre article 2 ans plus tard, l'article de commande pour un manuel général de médecine sur l'hystérie, il évoque donc l'hystérie pour l'enfant et l'adulte. L'adolescence commence quand même à y occuper une place singulière en tant que, je le cite, qu'agent provocateur d'une première éruption de la névrose. La fonction éruptive et révélatrice de l'adolescence s'inscrit en filigrane dans cette préoccupation, avec l'usage d'un terme qui intervient comme une figure pont entre sexualité post-pubère et névrose hystérique. Dans ce texte, la symptomatologie hystérique aiguë est associée à l'âge de jeunesse à partir de 15 ans. Quand, dans un autre contexte un peu plus tard, il parle de neurasthénie de jeunesse typique, il se fera un peu plus précis sur l'origine des troubles, en évoquant les errements sexuels habituels de l'époque de la puberté. Quand il parle de ces errements sexuels, on peut en déduire sans trop se risquer la désignation du rôle de la masturbation. À partir des études sur l'hystérie, publiées en 1895, Freud établit un lien plus direct entre l'adolescence et la compréhension de l'hystérie. Ce lien est soutenu par la découverte d'un concept tout à fait fondamental sur le plan psychanalytique, celui de l'après-coup, qu'il découvre donc avec sa patiente Emma Eckstein. Comme pour Emma Eckstein, c'est également dans l'après-coup de cure de patients adultes que les souvenirs d'adolescence remontent à la surface. Au point que pour le cas de Cécilie, par exemple, l'adolescence apparaît à nouveau comme la source du trouble psychogène. Dès 1895, je pus communiquer l'explication d'une première crise d'angoisse hystérique qu'une malade âgée de 40 ans avait eue dans sa 15e année. Freud continue à travailler sur sa théorie, comme lorsqu'il écrit cette lettre en 1893 à Fliss. Dans l'étiologie sexuelle des névroses, je vois une bonne possibilité de combler à nouveau une lacune. Je crois comprendre que les névroses d'angoisse des adolescentes, que l'on doit nécessairement considérer comme vierges et qui n'ont pas été abusées sexuellement, il y a chez elles, à l'arrière-plan, cette horreur pleine de pressentiments vis-à-vis de la sexualité, des choses qu'elles ont vues ou entendues et à moitié comprises, donc une pure étiologie d'affect, mais pourtant de nature sexuelle. Cette pure étiologie d'affect, comme il la nomme, implique une sortie progressive de l'hérédité, considérée à l'époque comme une causalité centrale pour les troubles psychiques. Le socle clinique de ces découvertes, à la fois de la psychanalyse et de l'hystérie, avec l'adolescence un peu qui travaille en quelque sorte à son insu, implique des jeunes filles au cœur virginal qui révèlent leurs angoisses devant la première confrontation au monde de la sexualité génitale. Dans la lettre à Fliss, il évoque le cas clinique d'une jeune femme qui raconte qu'avant le mariage, elle s'est trouvée débordée par des accès d'angoisse quand, dormant à côté de la chambre de ses parents, elle a pu voir son père entrer dans le lit de sa mère et entendu quelque chose qui l'a beaucoup frappé. Si l'hystérie est systématiquement mise en avant, ça donnera aussi à Freud un indice concernant ce qu'il appellera la curiosité pubertaire, quand il écrit le cas de Dora, en 1899, concernant la sexualité, donc, cette curiosité pubertaire articulée avec la position explicative dans sa pratique avec les adolescents, j'aurai l'occasion d'y revenir. Toujours est-il que l'adolescence émerge à partir notamment de la question de la masturbation,
du premier rapport sexuel, du mariage, de la première grossesse, autour dans ce périmètre-là. Freud, il faut le rappeler, a souhaité très vite trouver un moyen plus efficace de contraception, notamment pour libérer la sexualité des jeunes gens avant le mariage, ce qui, évidemment, est une conception prise dans les enjeux psychopédagogiques de son temps. Toujours dans la correspondance avec Fliss, au moment donc, où il termine son livre L'interprétation des rêves, en 1899, il écrit à Fliss, de plus en plus, la puberté vient occuper une position centrale, la clé de la fantaisie se confirme. Toujours dans cette articulation entre puberté, adolescence et fantaisie au sens hystérique du terme. Certaines influences se font alors valoir. Quelques années plus tard, en pensant à Nora, il écrit « La tendance amoureuse est fixée à un tel point qu'elle devient, dès l'enfance ou à la puberté seulement, quelque chose de comparable à l'attraction sexuelle, quelque chose qui, comme celle-ci, accapare la libido. Le surgissement traumatique des pulsions à l'adolescence est lié, à travers toute la clinique, donc à l'origine aussi de la création de la psychanalyse, à une excitation qui déborde les capacités de contenance psychique et de mise en sens du sujet, impliquant des sensations corporelles parfois envahissantes. L'intensification pulsionnelle et ses effets donnent à la sexualité génitale un caractère parfois à la fois désorganisateur et parfois persécutant, une sexualité génitale à intégrer à la fois sur les plans somatiques et psychiques. Cette problématique est centrale dans la cure d'un adolescent dont nous avons, avec Simone Iquiz, qui est présente, récemment exhumé un matériel clinique inédit. Je reprends évidemment très brièvement quelques éléments cliniques issus des 2 temps du traitement de ce patient, Albert Hirst, qui vient d'abord voir Freud en 1903, alors qu'il est âgé de 16 ans, puis en 1910, en un second moment, alors qu'il a 23 ans. Au décours d'une séance, Freud indique d'ailleurs à Albert Hirst que l'appartement dans lequel il le reçoit, à Albert Hirst donc, appartenait autrefois au père de Victor Adler. Ce dernier, il étant connu en Autriche pour être le leader du Parti social-démocrate autrichien. Freud, à cette occasion, confie à Hirst son admiration pour l'homme politique, ajoutant qu'une fois d'ailleurs, il l'a rencontré dans cette maison même, qui est maintenant sa maison à lui. À ce moment-là, c'est au moment de son adolescence, à Freud, avec un autre de ses amis très proches, Heinrich Braun, qui avait un lien familial avec Victor Adler. Donc, quand il travaille avec Hirst, dans le transfert en quelque sorte avec Hirst, il a en tête des références à sa propre adolescence, soit une nouvelle zone de passage entre l'écoute de son patient et les échos de sa propre adolescence. Hirst vient voir Freud pour son impuissance sexuelle associée à une pratique masturbatoire qu'il juge, Hirst, incontrôlable. À cela s'ajoute une très grande inhibition dans ses relations sociales, ainsi qu'un intense sentiment de solitude, à l'origine d'une tentative de suicide. Freud, en première intention, donc quand Hirst a 16 ans, le reçoit d'abord en lui indiquant la chaise du patient à côté de lui. Plus tard, il proposera de s'allonger sur le divan, y compris quand il a 16 ans. Et il demande à Hirst de prendre la position qu'il adopte pour se masturber. Embarrassé, Hirst se soumet pourtant, et Freud de lui dire que cette position est celle du fœtus dans l'utérus, sans pour autant dire ce que cela signifie. Hirst s'allonge ensuite sur le divan, et il se souvient que Freud lui a raconté une histoire à propos d'un garçon qui a fait une statuette à partir de miettes de pain, en créant une masse pour donner une forme au pénis, pour ensuite mieux recouvrir cette partie-là par la figure d'un hérisson. Dans cette psychothérapie d'adolescent, Hirst et Freud parlent beaucoup de références littéraires. C'est un objet culturel qui est une source de transfert mutuel et partagé entre deux. Et
sexe, avec la figure d'un hérisson devant le sexe. On s'est dit, mais ça doit être une histoire de conte pour enfants, ça ressemble à un conte pour enfants. On a cherché, notamment les auteurs de l'époque de Freud, et même un peu au-delà, on n'a absolument rien trouvé. En revanche, on a trouvé donc ce qui a favorisé cette co-création associative d'une enveloppe de narrativité entre Hearst et lui. Par exemple, on a pensé au Petit Poussé, ça ne marche pas, c'est pas ça. En revanche, on a trouvé une trace associative dans l'œuvre de Freud lorsqu'il fait référence à une autre situation clinique, touchant un adolescent qu'il décrit ainsi dans son ouvrage sur la psychopathologie de la vie quotidienne, 1901, toujours dans cette zone, 1895-1905. Je cite, « Je puis citer un cas de ma pratique psychothérapique où une main jouant avec une boule de mie de pain m'a fait des révélations intéressantes. Mon patient était un jeune garçon à peine âgé de 13 ans, atteint depuis 2 ans d'une hystérie grave, et qui, après un long séjour infructueux dans un établissement hydrothérapique, m'avait été confié en vue d'un traitement psychanalytique. Il avait dû, à mon avis, se livrer à certaines expériences sexuelles, et il était tourmenté, étant donné son âge, par des questions d'ordre sexuel. Je me suis cependant abstenu de lui venir en aide en lui apportant des explications, car je voulais une fois de plus éprouver la solidité de mes hypothèses. Je devais donc chercher la voie à suivre pour obtenir ces vérifications. Or, un jour, je fus frappé par le fait suivant. Il roulait quelque chose entre les doigts de sa main droite, plongeait la main dans sa poche, où ses doigts continuaient à jouer, la retirait de nouveau, et ainsi de suite. Je lui demandai ce qu'il avait dans la main. Pour toute réponse, il desserra les doigts. C'était de la mie de pain roulée en boule. À la séance suivante, il apporta un autre morceau de mie de pain pendant que je conversais avec lui. Et pendant que je m'entretenais avec lui, il fit de cette mie, avec une rapidité extraordinaire et les yeux fermés, toutes sortes de figures qui m'ont vivement intéressé. C'étaient des petits bonhommes semblables aux idoles préhistoriques de Tennessee, les plus primitives, ayant une tête, 2 bras, 2 jambes, et entre les jambes, un appendice qui se terminait par une longue pointe. Cette figure n'était pas plutôt achevée que mon malade roulait de nouveau sa mie de pain en boule. À d'autres moments, il laissait son œuvre intacte, mais multipliait les appendices afin de dissimuler le sens de celui qu'il avait formé entre les jambes. Je condense et je raccourcis, parce que ce serait trop long. Il passe ensuite Freud par une histoire de la Rome antique, celle de Sextus et d'Arquin, pour illustrer le complexe de castration de son patient adolescent. Pendant que je parlais, le garçon avait cessé de pétrir sa mie. Et lorsque je fus arrivé au passage racontant ce que le roi fit dans son jardin, et notamment au mot « abattit sans mot dire », mon malade abattit à son tour la tête de son bonhomme avec la rapidité d'un éclair. Il m'avait donc compris et remarqué que je le comprenais, moi aussi. Je pus commencer à l'interroger directement et lui donner les renseignements qui l'intéressaient, et au bout de peu de temps, il fut guéri de sa névrose. Donc le lien associatif avec un autre patient de Freud suggère bien que Freud a la clinique de l'adolescence en tête lorsqu'il échange avec Hearst. Hearst, dans son autobiographie écrite en 1972, souligne sa rééducation par Freud. La pratique de Freud au début du XXe siècle est orientée par la validation de ses hypothèses théoriques ainsi que par la pratique des explications sexuelles données lorsqu'un climat de confiance est instauré. Avec Hearst, Freud s'emploie à défaire l'imaginaire personnel de son patient en le rassurant sur certaines convictions psychiques jugées comme folles, alors qu'elles relèvent de notions de désir ou de fantasme plutôt ordinaires quand on pense à l'adolescence. Freud offre son expérience d'homme et de père comme élément transférentiel à investir pour Hearst, source à la fois de modèles identificatoires et de soutien narcissique pour l'adolescent désemparé de vue Hearst. Son épisode suicidaire est resté un épisode isolé, Hearst ressemblant à bien des adolescents désespérés d'aujourd'hui. Avec peut-être une différence notable, Freud fit sa réputation scientifique sur son éclairage de la psychosexualité, provoquant nombre de demandes de patients souffrant de symptômes sexuels.
qui mieux que la cohorte des jeunes gens, comme on les appelait, pour représenter la violence des conflits pubertaires. La folle du logis, la sexualité, aurait depuis toujours une voie d'expression symptomatique privilégiée, l'adolescence et sa puberté incandescente. Pour conclure, bien quelques mots sur la suite après Freud. Après Freud, bien, on peut considérer qu'avec les limites de son auto-analyse concernant notamment sa propre adolescence, bien il a été l'analyste de sa fille au moment de l'adolescence de celle-ci. Et on pourrait croire que tout cela est complètement étrange ou fou, mais ce qu'il faut voir, c'est les conséquences dans la théorie, puisque la Freud a été justement celle qui, contrairement à Mélanie Klein, ce qu'on peut tout à fait comprendre, Mélanie Klein s'intéressait évidemment bien moins à l'adolescence, puisqu'elle a fait comme Freud, elle a reconstruit la vie psychique infantile vers bébé à partir de la clinique des enfants. Donc la question de l'adolescence est évidemment très secondaire pour elle. En revanche, Anna Freud, par sa théorie du développement, du bébé jusqu'à l'adolescent, a inclus l'adolescent dans ses perspectives de travail. Et donc c'est elle qui a été le personnage pivot, qui s'est associé au premier pionnier après Freud de la psychanalyse de l'adolescence, August Eichhorn, Siegfried Bernfeld, et puis qui a aussi été le personnage central qui était en lien avec la génération des analystes suivants, celle qui a vraiment pensé pour la première fois une métapsychologie de l'adolescence, à savoir Bloss, Moseslaufer, Kestenberg, pour ne citer que. Ce qui a marqué quand même les débuts de la psychanalyse de l'adolescence, au niveau de la psychothérapie de l'adolescent, c'est la fréquence des acting out de rupture. Ces adolescents qui claquaient la porte et qu'on ne revoyait plus. C'était un problème qui a émergé notamment dans les années 50, dans les publications, dans l'après-guerre, et qui a été à l'origine de tout un mouvement d'investigation, notamment aux États-Unis. Comment régler cette question, et donc comment régler sa pratique, quelque chose de sa pratique, en se décalant donc. Et dans ce sens, l'adolescence a fait avancer la pratique psychanalytique, car elle a obligé les psychanalystes à remettre en question le modèle de la cure type. L'adolescence est devenue donc le temps où certaines expériences adossées à l'infantile ont une qualité comparable et aussi décisive, notamment sur le plan psychopathologique. Ajoutons que pour Jean-Paul de Groot, par exemple, en 1960, l'échec de certaines cures d'adultes est lié, je la cite, à la non-élaboration des expériences d'adolescence. Winnicott, le seul psychanalyste influencé par la pensée de Mélanie Klein à théoriser l'adolescence à partir de sa conception du lien bébé, fut lui bien plus proche d'Anna Freud qu'on l'a dit, notamment grâce à leur intérêt partagé pour l'adolescence, ce que la découverte avec Xanthi de la correspondance inédite entre Winnicott et Anna Freud met en lumière. Jusqu'au début des années 80, ces deux figures importantes du mouvement psychanalytique, Winnicott et Anna Freud, ont porté un espoir prolongé par un certain nombre de personnes qui sont ici aujourd'hui, celui d'une meilleure prise en charge pour les adolescents en souffrance. Je vous remercie.